Première partie. Mes plus sincères salutations à toutes celles et ceux qui prendront le temps de lire ou d'écouter ces lignes que j'écris et qui paraîtront en deux formats différents, à savoir une version condensée et une plus étoffée. Je vous avoue que je ne sais trop où commencer cette présentation, donc si vous me le permettez, je vous propulserai sans plus attendre dans le vif du sujet. Le 3 octobre 2022 auront lieu des élections provinciales au Québec. Rappelons tout d'abord que l'appellation Québec, faisant référence au seul État francophone en Amérique du Nord, nom que se sont donnés les Canadiens et les Canadiennes françaises à partir de la Révolution tranquille, a été emprunté du mot Québec, homophone, ou Képak, d'une langue algonquienne, et signifie passage étroit ou détroit. D'ailleurs, le territoire que constitue le Canada n'a jamais été cédé par les premiers peuples. Nous en reparlerons. C'est ici que je suis né, et j'en suis fier. J'aime mes racines québécoises, bien qu'au niveau généalogique, j'en connaisse qu'une faible partie sur mon identité. N'ayant pas connu mon père, comme c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'enfants à travers le monde. Cela ne m'empêche pas de savoir qui je suis et où je me dirige, mais libre à vous d'en juger. Peu avant que le soleil ne se couche sur le XXe siècle, qui fut riche en événements divers et variés, dont certains seront évoqués, je voyais le jour en juin 1999, à Greenfield Park, sur la rive sud de Montréal. Moi, Étienne, ai aujourd'hui 23 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie en France, après avoir quitté ma province natale, le Québec, à l'âge de 2 ans et être ensuite revenu à ses côtés en mai 2018. Je n'ai que l'intention d'être franc avec vous toutes et vous tous. À tout moment, je resterai joignable pour répondre à vos questionnements, et il me fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur les sujets qui vous préoccupent. Si je vous dédie ces paroles, c'est pour une raison précise. Ma volonté de me présenter en politique a atteint son paroxysme au moment où je vous écris, et c'est donc à travers ce texte, mon programme, ainsi que dans des capsules vidéo qui seront réalisées prochainement, que je vous dévoilerai tout ce qui pourrait vous être utile, afin d'en savoir plus sur qui je suis, et ce que j'avance dans le contexte qui est celui que l'on partage, et qui m'est également propre. Je suis le fruit de mon passé, de mes réflexions présentes et également de mon état d'âme. L'un est immuable, et il ne sert ni à moi, ni à personne de le combattre, tandis que les deux autres sont en évolution perpétuelle. Ce que je vous énonce aujourd'hui pourrait bien changer demain. Je n'ai pas peur de me tromper et de l'assumer publiquement si nécessaire. Autrement, je ne ferai pas ce pas. À partir de là, il en sera uniquement de votre ressort. Je vais vous livrer des faits, des témoignages et des émotions, tenter de vous faire vivre une expérience politique à part, en vous faisant rire dans les capsules légères, avec malgré tout un soupçon de sérieux, que mon colocataire, Sylvain, et moi-même avons l'intention de produire. Fort probablement plus moi que lui, nous n'allons pas nous le cacher. Mon objectif premier n'est pas de me faire élire, mais de susciter des débats au sein de la communauté, de donner une voix aux personnes marginalisées, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui souhaitent avoir une place sur la scène politique actuelle, dans une période de transition qui va devoir s'enclencher si nous tenons à la vie. Mon propos ne cherche pas à être alarmiste. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je tente de tout mon possible d'être lucide sur la situation actuelle du monde. Pourtant, le changement, qui peut aussi bien être positif que négatif, même si de nos jours sa principale connotation est positive, il sert seulement de regarder le slogan de François Hollande qui s'est fait élire en France en 2012, en promettant que le changement, c'est maintenant, caractérisant le capitalisme comme étant son ennemi premier, peut faire peur, en raison de biais cognitifs qui pourront donner lieu à des échanges ultérieurs. La vérité, si tant est qu'il y en ait une, est qu'il y a un manque cruel de volonté politique de la part de nos dirigeants, et peu souvent de nos dirigeantes, en Occident. La raison en est que l'argent domine la sphère politique, et que, comme j'aime le rappeler, tout est politique. Je ne suis pas ici pour jouer avec la sémantique, comme le font les acteurs et actrices politiques de ce monde,
Depuis l'apparition de l'école de pensée sophiste, durant l'Antiquité grecque, et même avant de manière informelle. La nature humaine semble vouloir que certains individus, étant par nature inégales et inégaux, en dominent d'autres parce qu'ils, plus souvent des hommes que des femmes, ont soif de pouvoir, d'imposer leur volonté à la majorité. Mais ne serait-ce pas là un manque d'éducation de la part de ces personnes? En fait, ce n'est pas la seule raison possible. Il y en a une autre qui a déjà été étudiée de près par des sociologues français. Un couple en réalité. Et bien sûr, d'autres que je ne connais pas. D'auteurs qui auraient pu écrire sur ce sujet-là que je n'ai toujours pas évoqué, mais je vous y amène lentement. Laissons donc durer le suspense ne serait-ce qu'un peu. Il s'agit d'un phénomène qui existe depuis des millénaires. Pourtant, le nombre d'ouvrages répertoriés dans mon cerveau sur la question, encore une fois, je suis loin de tout connaître, donc ne vous fiez pas à moi, mais faites vos propres recherches. J'encourage l'indépendance d'esprit qui est atteignable par toutes et tous. Et très mince, seulement un chiffre, donc de 0 à 9, ce qui est très peu. Trêve de digression. Le phénomène en question est, je le pense, assez méconnu du grand public, sans aucune connotation négative. Il n'y a pas de mal à être ignorant. C'est tout à fait naturel de l'être. Je le suis moi-même, et il ne faut pas en avoir honte. La quantité d'informations à connaître est tellement large qu'il est parfaitement impossible de tout savoir, et encore moins dans les moindres détails. Sauf que je digresse encore. Ce phénomène-là, dont je cherche à vous parler sans y parvenir, c'est ce qu'on appelle l'élitisme. Mais ce n'est pas quelque chose d'inscrit dans la nature humaine, bien qu'il y ait par nature des dominants et des dominantes, et des dominés, sauf que ce n'est pas immuable. Le ou la dominée, si on lui donne les outils nécessaires à son développement personnel, peut devenir dominante ou dominant. C'est ce que j'entends par manque d'éducation, ce qui, une fois encore, n'est pas péjoratif. Nous ne vivons plus dans la nature, dans des huttes sommaires où la connaissance était orale, donc accessoirement très limitée. Non pas dans sa richesse, mais son étendue, contrairement à aujourd'hui où elle est presque infinie. Je me répète, sauf que c'est tout à fait correct d'être ignorant sur nombre de points. Malgré cela, chacune et chacun a voix au chapitre qui est celui de l'humanité. Laissez-moi à présent vous parler un petit peu d'élitisme, si vous le voulez bien. Comme je le disais plus tôt, cette forme de contrôle existe depuis des millénaires. Elle relève du fait que certains individus, hommes ou femmes, bien plus souvent des hommes, appartiennent à une strate supérieure de la société, non pas parce qu'ils ou elles auraient les vertus à la bonne place, autrement dit, une aristocratie, qui est une forme d'élitisme également, bien que ce ne soit pas celle qui est en place à ce jour, mais parce qu'ils ou elles ont soif de pouvoir et n'ont jamais rien connu d'autre que leur conscience de classe sociale. Pour la majorité de ces personnes, leur pouvoir est vu comme naturel, selon leur perception subjective et collective. En somme, il s'agit tout simplement du fait que certaines personnes se placent au-dessus d'autres en invoquant diverses justifications pour légitimer leur pouvoir. À l'heure à laquelle je vous parle, nous vivons sous un régime élitiste, l'élitisme de l'argent, oligarchie ou plutocratie, qui sont synonymes. De nos jours, bien des individus s'expriment sur les réseaux sociaux, comme ils ou elles auraient pu le faire à l'église, il y a moins d'un siècle. Mais la différence entre ces deux espaces est majeure. D'une part, on en revient à l'argent. Twitter, Facebook, Google et autres géants de ce monde ne sont pas en quête du bien commun, mais bien du profit monétaire et aussi humain depuis près de 2 décennies, bien que la machine se soit accélérée. D'autre part, les réseaux sociaux sont des chambres à écho, favorisant la haine à travers des algorithmes insensibles et sans remords, tels des psychopathes, qui nous enferment dans une réalité qui nous est subjective et où nous ne sommes pas écoutés à travers les divers émoticônes qu'il nous est possible de partager avec nos amis. Nous n'avons plus à subir les conséquences de nos actes sur la toile, nous croyant dans l'anonymat et protégés dans ce vaste milieu
échappant le plus souvent à la législation qui, elle, ne peut pas évoluer de manière exponentielle, comme c'est le cas pour les technologies du numérique, entre autres. Ce système-là, qui consiste à accélérer la digitalisation de la société comme le préconise Klaus Schwab, auteur de la 4e révolution industrielle et précurseur du Great Reset, mais aussi le GIEC dans son dernier rapport, n'est pas viable et peut mener à des dérives, comme nous pouvons le voir en Chine, avec le crédit social, la traque permanente des citoyennes et citoyens qui n'ont plus de pouvoir dans leur pays, etc. Il est temps de prendre ou de reprendre le pouvoir, de créer des nouveaux espaces d'échange en dehors de ces outils, Facebook, Instagram, YouTube, que paradoxalement ou non, j'utilise afin de vous faire parvenir ces mots. Nous aimons pour la plupart d'entre nous la technologie moderne. Nous en sommes même parfois dépendants, reconnaissons-le ou non. Je ne cherche pas à culpabiliser quiconque par rapport à son utilisation de ces outils-là, dont l'adoption nécessite idéalement un enseignement préalable pour pas que nos biais cognitifs, que je mentionnais un peu plus haut, prennent le contrôle sur nos vies. Le contrôle est possiblement ce qu'il y a de plus central pour nous en tant qu'êtres. Demandons-nous si nous avons le contrôle sur nos vies intérieures et extérieures. Si oui, en sommes-nous vraiment sûrs? Et dans le cas contraire, interrogeons-nous sur qui peut bien l'exercer. En toute honnêteté, et sans que mes connaissances soient les plus poussées à l'heure actuelle, je vous avouerai que le contrôle que nous avons sur nos vies individuelles et collectives est très limité, si ce n'est dire quasiment nul. Mais ne soyons pas fatalistes. Il existe des ressources. Comme je le disais un peu plus tôt, nous avons des inégalités inhérentes à notre espèce, que l'on retrouve dans tout le règne animal, ou presque. Parlons plutôt de personnalité, ou de génétique. Chaque individu a sa personnalité qui lui est propre, celle avec laquelle il, ou elle, est venu au monde, et celle qui au fil de ses expériences a pu se construire. Le système, tel qu'il existe aujourd'hui, exacerbe ces inégalités naturelles au lieu de chercher à les combler. Il les renforce, prétendant que nous naissons libres et égaux ou égales, en dignité et en droit, alors que c'est faux, mettant sur un piédestal la réussite, pourrait-on même rajouter unique derrière, et les comportements prédateurs de la compétition sauvage, où l'argent prime, au détriment de la nature et de l'être humain, dont les différences sont totalement niées pour ce dernier. Si vous ne rentrez pas dans le moule de la culture capitaliste, vous êtes mis et mise de côté, marginalisé, oublié, délaissé. Et si vous militez pour que change la société, vous êtes une atteinte à l'intégrité de ce système dévergondé. Vous êtes une menace à l'ordre établi, à la sécurité nationale. Autrement dit, vous êtes un ou une terroriste. Je ne cherche pas à exagérer en employant ces mots. Terroriste est bel et bien le mot qui s'applique pour celles et ceux qui, comme les membres de Greenpeace, dont j'ai moi-même déjà été membre avant de mettre fin à cette relation, sont espionnés par la CIA, qui occupe une place prépondérante au Canada avec l'alliance des Five Eyes, et classée selon un code couleur définissant le degré de dangerosité pour chaque individu qui pourrait être une potentielle menace. Vous l'aurez compris, je n'encourage pas vraiment ce système à perpétuer ces massacres quotidiens. Depuis mon jeune âge, je rejette ce système, comme beaucoup d'autres avant et après moi. En soi, je n'ai rien de spécial mis à part mon identité unique. Je suis un révolté, vivant de l'anxiété par rapport au futur, comme beaucoup, je le sais. Mais depuis peu, grâce aux personnes qui m'entourent, j'ai fini par comprendre que rien ne sert de lutter contre. Ce sont des énergies négatives. Mieux vaut lutter pour un monde meilleur, où chacune et chacun peut assouvir tous ses besoins, avoir une vie digne, heureuse, libre, remplie d'amour et d'amitié,
de spiritualité, etc. Je désire que toutes et tous puissent trouver ce chemin, le ou la leur, comme je l'ai moi-même trouvé. Un extraordinaire défi nous attend en tant qu'espèce. La question n'est pas quand, mais comment. Comment allons-nous nous préparer? Serons-nous attentistes ou prêts et prêtes à bondir sur la piste, dansant sur une douce playlist, au rythme des violonistes, attendant sagement que s'effondre, tel un château de sable, le monde capitaliste, bondissant de manière optimiste à la découverte que des alternatives existent, qu'elles sont là, tapissées derrière toi, te recouvrant, n'attendant que tu les rejoignes en courant.